on est vraiment dans la mise en œuvre plus locale. Et donc elle va, je pense, vous apporter énormément d'éclairage sur cette pratique. Et après, que ce soit Laetitia, donc, qui vous a été présentée, donc, ou Véronique Allard-Latour, son alter ego aussi sur la région, donc sur le territoire, pourront vous accompagner pour mettre en place une suite à cette visio. Et puis, on espère développer le Handa 4 au niveau scolaire, parce que c'est vraiment un objectif prioritaire de la fédération et de notre ligue aussi pour les années à venir. Donc, merci à tous pour votre participation. Et puis, voilà, la soirée est ouverte et je laisse Laetitia maintenant mener cette visio de main de maîtresse. Merci Vanessa. Eh bien, je vais laisser la main à Pascal. Voilà. Alors, bonsoir tout le monde. Déjà, merci pour cette invitation. J'ai répondu assez rapidement, on va dire, favorablement. J'attendais juste de savoir si mon emploi du temps me permettait sur cette semaine-là. Mais là, je fais toujours ces interventions avec plaisir et pouvoir faire en sorte que le milieu scolaire et le milieu fédéral se rejoignent autour d'une pratique qui est en train de se développer. Je pense que pour faire en sorte que nos élèves progressent dans les différentes activités physiques et sportives, c'en est une jolie illustration en tout cas. Donc merci à la Ligue PACA, merci à l'UNSS de l'Académie d'Aix-Marseille, donc merci Emmanuel et merci à Pierre pour l'Académie de Nice. Alors pour la petite anecdote, et je ne pouvais pas la passer sous silence, Pierre est un de mes anciens étudiants et qui a fait partie de la première promotion. Je suis arrivée, moi, au STAPS de Bobigny, donc je suis ravie de faire cette intervention aussi avec Pierre notamment. Alors, sans plus attendre, je vous propose de démarrer. Je vais partager, si j'en ai l'autorisation, mon diaporama qui va me servir de support avec vous. Voilà. Et je démarre mon chrono pour rester dans le timing. Donc, avant qu'on démarre, juste, je pense qu'on vous l'a dit, hein, je vais vous présenter l'activité et puis on laissera un petit temps d'échange à la fin pour pouvoir répondre à vos questions, à vos différentes interrogations, en espérant effectivement d'être en capacité de pouvoir le faire, évidemment. Le temps de régler juste, j'ai les photos de tout le monde au milieu, je voudrais arriver à les éclairer, et j'y suis. Voilà. Allez, on est parti. Alors, je vais vous parler du handball A4, donc hand A4 en milieu scolaire, donc UNSS, mais aussi éducation physique et sportive. Alors, on n'a pas l'habitude de commencer par la bibliographie, mais moi, si je vous la montre en premier, c'est juste pour vous dire que vous allez pouvoir retrouver dans cette première diapo, le doc vous sera diffusé par ailleurs, l'intégralité des supports sur lesquels je m'appuie pour cette intervention, et puis d'autres encore. C'est pour ça que ça s'appelle bibliographie et ressources. Et si vous voulez aller plus loin, ça permettra de vous accompagner dans votre réflexion. Alors, j'ai décidé de démarrer avec une présentation en images pour que cette activité nous soit tout de suite plus concrète. Donc, je vais lancer ceci. On va voir dans le parcours donc, du cycle 3 jusqu'aux étudiants en STAPS la pratique réalisée. Là, on est avec des élèves de 6e en cycle 3 qui en sont déjà à, je ne sais plus, j'ai vu si c'était 3e ou 4e séance, je ne me rappelle plus. En tous les cas, on voit pas mal d'accès au tir et ça déjà en soi c'est intéressant. On passe au cycle 4 avec des 5e. On se rend compte que l'espace de jeu est un petit peu plus étoffé, donc il joue davantage en écartement. Des passes un peu plus longues aussi et puis un accès au tir encore qui permet de pouvoir vivre le plaisir de marquer des buts. Terminale avec une première ou une deuxième séance. Donc, c'est pas encore bien construit, on joue encore sur tout le terrain, en arrivant peut-être sur la fin du cycle à poser davantage le jeu autour de la zone. Là, ce sont des étudiants en STAPS qui sont optionnaires, donc on va jouer avec un dispositif en défense 1-2, voire 0-3 chez les jaunes, et puis 2 arrières et un pivot qui attaquent ce dispositif. Les étudiants de master qui, eux, ne sont pas spécialistes de l'activité, qui jouent aussi en A4,
Et par rapport à ça, donc forcément, le niveau est moins fort que les optionnaires. Mais on se rend compte que la balle circule, on essaye de trouver le moyen d'aller marquer, même si ce n'est pas toujours simple. Et puis, on terminera avec ces mêmes étudiants quelques séances plus tard, où je vais me permettre d'arrêter à ce moment-là. On voit très concrètement ici l'attaque d'un dispositif 2-1 en défense, 2 joueurs avancés, 1 joueur derrière, et puis on attaque un dispositif 2 arrières avec un pivot. Tout ça pour vous montrer en moins de 2 minutes là qu'on peut pratiquer sur Andra 4 de la 6e, donc de nos élèves débutants dans le secondaire, jusqu'au plus haut niveau en master, là ce sont des étudiants de master 2, et de faire évoluer les différents dispositifs pour permettre à chacun de pouvoir progresser. Donc là on était à l'école, quelques images qui ont été captées dans le milieu fédéral cette fois. Ce qui me plaît le plus dans ces images, je crois que c'est les larges sourires de la plupart des joueurs qu'on voit sur ce terrain. Un handball qui va vite, où il y a beaucoup d'accès au tir, un handball, vous l'avez lu, simplifié, ludique, qui procure du plaisir. Et c'est vraiment dans cette perspective-là que j'envisage avec les collègues avec lesquels je développe l'activité, que ce soit dans le milieu scolaire ou dans le milieu fédéral, c'est un handball qui permet de vivre rapidement une émotion d'un handballeur, on en discutera tout à l'heure. Alors, par rapport à la suite, donc le Handa 4, qu'est-ce que c'est? Si je m'appuie sur les propos de Maurice Porte, quand il parle de tranche de vie du handballeur, c'est un handball dans lequel on va pouvoir retrouver les invariants de cette activité. On aura toujours un but à attaquer ou à défendre qui sera protégé par un gardien de but. On y retrouvera toujours au moins un partenaire, là en l'occurrence on en a 2, pareil au niveau des adversaires, et puis, on y trouvera forcément le degré, enfin l'invariant essentiel de cette activité du champ 4, de l'incertitude. Il se joue dans les 3 contextes de jeu que propose le handball à 7, soit le handball traditionnel, il se joue dans un grand espace, alors j'aurais peut-être dû mettre entre guillemets le grand espace, parce qu'il est réduit de moitié par rapport à un terrain traditionnel. Dans tous les cas, là, on accède ici à une faible densité de joueurs en mètre carré, alors que lorsqu'on jouera plus proche de la zone, on sera dans un espace plus petit où la densité des joueurs sera plus importante et permettra de développer d'autres habiletés par rapport à cette activité. Puis le 3e contexte, qui en fait, je pense dans l'ordre pourrait être le premier, pour être assez attractif pour nos élèves handballeurs, c'est ce fameux duel tireur-gardien qui va, on va le voir tout à l'heure, être multiplié dans cette activité. Et pour parler d'une vraie tranche de vie du handballeur de manière authentique comme en parle Maurice Porte, on n'oublie pas d'y intégrer les rôles sociaux à vivre, parce qu'une pratique, pour qu'elle soit complètement intégrée, on doit être en capacité de pouvoir l'organiser, de la faire vivre, de devenir autonome et d'être responsable de sa pratique. Pas seulement dans le jeu, mais aussi dans son organisation. Et je crois qu'à l'UNSS, on y est particulièrement sensible. On développe merveilleusement, je vais y arriver, bien les rôles des jeunes coachs, des jeunes arbitres, des jeunes reporters, etc. Et en Handa 4, on s'intéresse prioritairement aux arbitres et aux coachs observateurs. Alors, comment on peut s'organiser avec soit une classe, soit peut-être 2 niveaux en UNSS, je pense au Benjamin plus au minime, ou au cadet plus au junior si on était au lycée. Là, on se rend compte qu'on va avoir sur chaque terrain 4 joueurs contre 4, donc 8 joueurs, auxquels on peut ajouter 2 arbitres par terrain plus 2 observateurs. Ça veut dire qu'avec un groupe de 36, l'activité va permettre à chacun de pouvoir vivre les différents rôles inhérents à la pratique et à l'organisation de cette pratique. Donc, on fait le choix d'un ballon qui rebondit et qui ne fera pas mal à l'impact.
On voit ici qu'il y a la possibilité, on le voit sur les schémas, d'aménager la zone de différentes manières. En ce qui me concerne, et ce qui se développe majoritairement à l'école, et aussi en club quand les terrains ne sont pas tracés dans les gymnases, les terrains de mini-hand, c'est cette zone rectiligne qui nous permet de travailler, enfin de mettre en place le matériel plus rapidement, puis qui pédagogiquement a un vrai intérêt dans cette articulation avec 2 arrières et un pivot qu'on a là en fait, et qui permet de travailler vraiment cette articulation entre ces 2 bases, base avant, base arrière, qui est, j'ai envie de dire, le point fort du handball moderne aujourd'hui. Possibilité d'avoir des dispositifs différents en attaque ou en défense. Et puis, on en a parlé de nos arbitres et de nos observateurs, donc je passe un petit peu plus vite. Alors, avec quel but? Donc, sur le matériel, je vais passer vite, parce que le doc, vous allez la voir. Il y a 3 possibilités de buts en ce moment qui existent sur leur marché, et quel que soit, j'ai envie de dire, votre fournisseur officiel. Il y a historiquement les buts qui étaient emboîtables, certainement en rapport qualité-prix, ce qui se fait de mieux, mais les plus longs à monter. Les buts gonflables qui, à mon avis, ont fait leur temps, le caoutchouc s'use assez vite et finit par laisser l'air passer. Moi, j'ai jeté mon dévolu sur ces cages sécurité pliables qu'on trouve maintenant à peu près partout. Decathlon, d'ailleurs, est en train d'y travailler en ce moment pour nous dans son laboratoire pour pouvoir proposer un but qui nous soit accessible et encore plus facilement montable et démontable et qui devrait sortir à un prix imbattable. Et puis, si vous débutez dans l'activité, comme ça a été mon cas à un moment donné, moi j'ai démarré avec 2 plots, sans les construire, et puis le but était valable quand il rentrait à rebond, et ça permettait de pouvoir jouer en travers sans savoir forcément un budget auquel on n'avait pas pensé en début d'année avec l'équipe pédagogique. Pour faire vos zones, dans le choix de la zone rectiligne, vous l'avez compris, moi je vous propose ces rouleaux de délimitation, là, la bande qui est un petit peu extensible, mais c'est pas de l'élastique non plus, et puis pour pouvoir la maintenir au sol un temps soit peu, vous avez ces plots en fonte qui vous permettront à l'extrémité de chaque bande, qui peut faire comme vous le voyez là, 20, 30 ou 40 mètres, faire en sorte que la zone se tienne. Alors, elle ne se tiendra pas complètement, c'est-à-dire qu'en marchant dessus, elle peut bouger un peu, mais ce n'est pas très grave. Le matériel, je le répète, ne doit pas être un frein à votre envie de démarrer dans cette activité-là. Il suffit de déposer 3-4 bandelettes autodérapantes aussi. Vous faites votre zone et c'est parti, avec des plots sur les côtés pour matérialiser la largeur. Et vraiment, il y a moyen de jouer assez rapidement. Alors, par rapport aux règles, je vais vous parler uniquement de celles qui vont être différentes du handball traditionnel que vous connaissez tous. Donc, ce qui va changer, ça va être notamment l'engagement, l'engagement du gardien de but à chaque but marqué, au lieu de repasser par le centre. D'ailleurs, le centre n'est pas matérialisé, comme il peut l'être en handball traditionnel. On va engager par le gardien de but, qui va avoir l'intérêt de pouvoir jouer très vite, avant que la défense adverse ne soit replacée, et dans l'idée toujours de marquer, de se retrouver dans ce duel tireur-gardien. On se rappelle du 3e contexte qu'on a vu tout à l'heure, qui permet de vivre rapidement, on va dire, du plaisir de l'activité. Le contact est aménagé au hand à 4. Alors, il l'est déjà en handball à 7, on n'a pas le droit à n'importe quel contact, mais ici, la neutralisation est supprimée. C'est un choix complètement pédagogique pour permettre à chacun des élèves handballeurs de pouvoir se transformer et avoir du temps pour décider sans être pressé par un contact d'un défenseur qui viendrait poser la main sur l'avant-bras ou le ballon et l'autre main sur le bassin. Donc laisser du temps au porteur pour pouvoir décider de l'action à effectuer. Si la neutralisation était toutefois réalisée dans le jeu, et notamment au départ par nos handballeurs spécialistes, nos élèves spécialistes de l'activité, on met en place la règle qui s'appelle, le jeu de 7 mètres, et on reprend la règle du shoot-out du beach. Alors, dans le doc, si je veux tenir mon timing, je ne vais pas cliquer dessus là, mais si vous cliquez sur le lien, vous allez accéder au shoot-out et vous verrez
concrètement, comment ça se passe, je vous le dis rapidement, c'est un engagement du gardien de but qui fait une relance, donc une contre-attaque à un joueur, et en 3 appuis, le joueur doit pouvoir déclencher, et son tir, s'il est tiré normalement, vaudra 1 point, s'il est tiré à l'issue d'un kung-fu ou d'un 360 degrés, comptera 2 points, et si le gardien tire directement et marque, ça vaudra 2 points aussi. Alors en termes de zone, il y a une particularité, lorsqu'on joue avec une zone rectiligne, si la balle sort dans la zone, au niveau de la ligne de touche, la touche, elle va se réparer au niveau de l'intersection de la ligne touche-zone, voilà, tout simplement, sur le côté et au plus près, en fait, on peut dire, de sa sortie. L'utilisation de la zone, on la place généralement à 5 mètres, et j'ai envie de dire, on va jouer sur cette distance en fonction des capacités des élèves qu'on a, pour pouvoir s'adapter à leur puissance, à leur capacité musculaire. Dans l'idée, il faut que le duel entre le tireur et le gardien soit équilibré a priori, et s'il faut que ce soit 4,50 m, c'est 4,50 m, si c'est 4 mètres, c'est 4 mètres, si on peut jouer avec une zone à 5,50 ou à 6, on n'hésite pas. Tout ce qu'il faut, c'est pouvoir utiliser cette règle en fonction des ressources dont disposent nos élèves à l'instant T. Absence de jet de points avec l'utilisation d'une zone rectiligne, donc ça veut dire que le gardien, une fois que la balle est rentrée dans la zone du gardien, quoi qu'il arrive, c'est le gardien qui la récupère et qui pourra effectivement enclencher. Alors là, on vient de voir les règles qui sont celles qui nous permettent de nous différencier et de jouer au Honda 4. On a aussi en tête que ces règles, ce sont de véritables pouvoirs, des possibles qui sont offerts à nos joueurs, qu'il faut qu'ils les comprennent et qu'on va pouvoir aménager les règles, et non pas forcément celles-ci, je viens de vous le dire, en fonction des besoins des joueurs. Et l'exemple le plus parlant pour moi, c'est la règle du marché. En milieu fédéral, au-delà de 3 pas, l'arbitre va siffler marché. Et quand on explique ça à nos élèves en leur disant attention, tu n'as pas le droit de faire plus de 3 pas, donc on lui propose plutôt comme un interdit. On voit souvent le gamin qui en fait serait dit on s'aballe, s'il est en train de courir, s'arrête, et puis va faire ses 3 pas de géant en comptant presque ses pas à haute voix, mais il n'y a plus de vitesse dans le jeu. En revanche, si on lui dit qu'il a le droit de partir et courant avec la balle, on en montrera une illustration tout à l'heure, pour comprendre cette idée de gagne-terrain, de partir en courant vers l'avant. Après, on construira la règle du marché petit à petit, avec différentes évolutions, et pareil, on le verra dans la situation tout à l'heure. Donc, on le comprend, ces règles, l'aménagement de ces règles, l'aménagement est éphémère et doit correspondre à un moment dans la vie de l'élève handballeur, et à partir de là, faire évoluer la règle, ça leur permet de pouvoir faire évoluer leur savoir-faire. Et puis ce qui est intéressant avec ce Honda 4, c'est qu'on peut mettre, vous l'avez vu tout à l'heure, 3 terrains sur un terrain traditionnel, ce qui permet d'avoir peut-être sur un terrain un marché illimité, c'est-à-dire comme si on jouait au rugby sur un terrain, d'utiliser la règle du 3 pas, un dribble, 3 pas, un dribble, 3 pas, etc., une règle qui a été inventée quand le handball se jouait dehors et à 11, qu'on n'a pas bien connu, on est d'accord, mais qui a quand même existé. Donc par rapport au patrimoine culturel de l'activité, ça peut être aussi une notion importante. Puis sur le 3e terrain, avec des élèves, ça y est, qui ont compris comment on pouvait gagner du terrain, on va leur mettre en place la règle fédérale et ils pourront jouer avec cette ressource-là. Je vais enchaîner sur les plus-values pédagogiques et didactiques on va dire dans le jeu, en choisissant cette forme qui, au départ, est une forme scolaire de pratique. Alors, en rose, on commence par les plus-values pédagogiques. Donc, vous l'avez vu tout à l'heure, on va y revenir brièvement. Le nombre de joueurs en activité, ça nous permet de pouvoir jouer jusqu'à 36 élèves, on l'a vu tout à l'heure. Donc, dans le champ d'apprentissage numéro 4, qui est celui dans lequel le handball se retrouve, par exemple, et au hasard, avec le badminton, ça veut dire qu'on peut maintenant choisir le handball dans ce champ-là, aussi bien qu'une activité qui permettait déjà de faire jouer chacun de nos élèves. Donc ça me semble être capital. Ensuite, je voudrais mettre l'accent sur la gestion de l'hétérogénéité en termes de niveau, de besoins de nos élèves, mais aussi d'aptitudes partielles
voire d'inclusion et par rapport à la notion de handicap. Avec 3 terrains, tout est possible. Je vous en parlerai tout à l'heure. J'ai un cours de master là, depuis 3 ans qui se joue en handicap 4 et inclusion. Je vous en dirai tout à l'heure, enfin je vous en parlerai tout à l'heure sur les expérimentations. Mais il y a plein de choses à faire. Et puis justement, pouvoir différencier sur chacun des terrains, ça peut nous mettre comment dire, des idées pour pouvoir différencier. Vivre différents rôles. Dans la diapo où on a vu les 36 élèves en activité, hein, on a vu que parmi ces 36, on en avait 12 qui pouvaient occuper des rôles sociaux, essentiels à son organisation, chers à l'UNSS aussi. Donc à partir de là, en termes d'apprentissage méthodologique et sociaux cette fois, c'est quelque chose qui semble important et qui est complètement en capacité d'être développé pour rendre nos élèves autonomes, responsables, etc. La gestion de la mixité. Alors c'est vrai que j'aurais pu la mettre ici, c'est délibéré de la mettre là. Moi, j'ai été accueillie dans une académie à Créteil. Après avoir beaucoup lu Annick Davis, je l'ai rencontrée. Elle a changé fondamentalement mon regard sur l'éducation physique des filles et des garçons. Et en fait, les filles, comme elle le dit avec Catherine Mouveau, elles sont historiquement en difficulté dans les activités, enfin, pardon, qui ont été créées historiquement pour les garçons, et le handball en fait partie. Donc offrir à nos filles comme à nos garçons la possibilité de progresser, justement par cette différenciation pédagogique, de faire attention, après en appuyant davantage sur les travaux de Cécile Vigneron, qui nous explique que les filles, elles méconnaissent la règle, que les filles, elles ont peur du ballon. C'est une généralité, hein, enfin, c'est pas une généralité, c'est quelque chose de majoritaire. Après, il y a des filles qui assurément sont en réussite en éducation physique et en handball. Mais la réalité des résultats au baccalauréat nous montrent encore aujourd'hui qu'après harmonisation faite, et dans chacune de nos académies, les filles sont encore à la traîne par rapport aux garçons en termes de résultats en tous les cas. Allez, on parle cette fois des plus-values pédagogiques. Donc la première, j'ai commencé par celle-là tout à l'heure, c'est de dire que le nombre de duels tireurs-gardiens était augmenté. Le terrain est plus petit, la zone est aménagée de manière à faire en sorte que ce duel soit sur un rapport de force équilibré. Peu de monde sur le terrain, donc on va accéder plus facilement à ce tir. On va voir aussi beaucoup de situations de changement de statut qui vont effectivement elles aussi augmenter, dans le sens où, comme le jeu va vite d'une cible à l'autre, on est très rapidement, on passe de défenseur à attaquant et d'attaquant à défenseur. Et c'est assez intéressant pour travailler notamment d'un jeu qui passerait d'un jeu en réaction à un jeu en anticipation, pour être capable de lire le jeu de ses adversaires, de pouvoir anticiper quand on est défenseur, par exemple, par rapport à un tir, et de partir rapidement se projeter pour être disponible sur une passe vers l'avant et se retrouver dans ce fameux duel. L'effectif réduit, c'est une vraie plus-value. Alors, quand je dis c'est une vraie plus-value, c'est que pour moi, il a une importance capitale qui va permettre à chacun des élèves qui va vivre cette activité en A4 de pouvoir se transformer. Parce que sa prise d'information va être facilitée. On a proportionnellement en handball à 7 moins d'infos à prendre en compte en termes de nombre de partenaires et de nombre d'adversaires. Donc moins d'indices à reconnaître dans le jeu parce qu'on est moins nombreux, même si l'espace effectivement est réduit aussi. Donc à partir de là, on va mieux lire le jeu, ce qui devrait nous amener à une prise de décision qui va être multipliée. Et cette prise de décision, pour qu'elle s'avère la plus pertinente possible, elle nécessite du temps. Donc, on a dit tout à l'heure, on joue sur l'aménagement des règles aussi, où il n'y a pas de contact, on laisse du temps pour que ça puisse se faire. Prendre des décisions, c'est forcément en assumer ses responsabilités. Et à partir de là, c'est oui, je vais prendre le tir, mais est-ce que je l'ai pris en jouant juste? Est-ce que je l'ai pris à bon escient? Parce que ma liberté là, dans le jeu de prendre le tir, elle est forcément soumise à, on va dire, à l'organisation collective et faire en sorte que ça ne déstabilise pas, on va dire, le cours du jeu. Puis enfin, par rapport à cet effectif réduit, sa dernière plus-value, c'est que moins d'acteurs sur le terrain fait qu'on va toucher davantage de ballons, fait qu'on est beaucoup plus souvent partenaire proche, on est toujours partenaire proche du porteur quand on n'a pas la balle dans les mains. Donc on devrait pouvoir progresser plus vite parce qu'on est
impliqués constamment. Il n'y a pas de temps mort, il n'y a pas là de gens qu'on irait mettre à l'aile parce qu'ils pénaliseraient l'équipe parce qu'ils sont en train de faire. Donc, à partir de là, on a une motricité qui devient efficiente et plus rapidement. Et puis, ce Honda 4, il peut permettre une alternance, notamment en UNSS quand on est à l'entraînement, entre le fait de pouvoir réutiliser ce jeu central sur un terrain normal et pouvoir jouer sur un terrain de Honda 7. Là, on va partir sur un terrain normal. Donc voilà, on retrouve, comme on l'a vu tout à l'heure, nos deux arrières, notre pivot ici face à un dispositif de 1. Il nous suffit pour pouvoir passer avec, on va dire, 5 joueurs autour, comme ça s'est beaucoup joué en terminale jusqu'à ce que l'évaluation change l'année dernière. Il suffirait effectivement de rajouter 2 ailiers, donc les 2 défenseurs qui vont avec ici, là, pour pouvoir passer à 5 autour. Et puis, on jouera aussi à 7 contre 7 à partir du moment où on rajoutera un demi-centre et puis un sixième défenseur. Une alternance en A4, en A7, une vraie plus-value. Éric Barada vous en parlerait bien mieux que moi, ancien entraîneur adjoint de France A féminine, actuel entraîneur aujourd'hui de l'équipe de France U19 féminine, et U20, pardon, et qui utilise l'Anda 4 en permanence lors de ses stages quand il récupère ses filles à l'entraînement. Alors, quel élève handballeur on voudrait voir à la fin du collège ou à la fin du lycée? On a forcément des choix à faire, parce qu'au maximum, et si tout va bien, je dis bien quand tout va bien, on aura 30 heures de pratique effective au collège et ou 30 heures effectives aussi au lycée. Donc forcément, on n'a pas, l'unité de temps, elle est complètement différente de l'unité du temps du club et on doit en être complètement conscient et on n'enseignera pas tout le handball à nos élèves sur un cycle scolaire, sur une séquence d'enseignement. Donc ça veut bien dire qu'on a des choix à faire et des choix qui doivent nous permettre à nous de se rapprocher au plus près de ce patrimoine culturel on va dire en lien avec l'activité sociale de référence, si je me réfère au programme du lycée pro actuel, et puis aussi pour être en capacité de faire, je vous l'ai dit tout à l'heure, très rapidement faire vivre une émotion de handballeur à nos élèves. Moi, par rapport à ça, je vois 2 points prioritaires. Le premier, c'est lorsqu'on a la balle, c'est de pouvoir vivre ce plaisir de marquer un but et que ce soit accessible à chacun et chacune. Moi, j'ai trop vu d'élèves, en enseignant personnellement, d'élèves qui ne prenaient jamais la responsabilité du tir ou qui ne marquaient pas un but pendant, pendant toute la séquence d'enseignement. Et ça, je trouve que c'est incroyable que ça ne puisse pas être possible pour chacun d'entre eux. Donc, tous marqueurs, c'est quelque chose qui m'anime vraiment, on en reparlera, et qui doit permettre aux élèves d'être en capacité de comprendre qu'il faut tout faire pour arriver à mettre un de leurs partenaires en situation de pouvoir tirer. Et à l'inverse, quand on n'a pas la balle dans les mains et qu'on est défenseur, il faut, à mon avis, qu'on puisse choisir des dispositifs défensifs qui soient davantage axés sur la récupération de la balle pour pouvoir jouer l'interception qui nous permettra par la suite de devenir de nouveau porteur de balle et d'aller se confronter une nouvelle fois à ce duel tireur-gardien et d'en marquer au moins un de plus pour pouvoir gagner le but. Alors, une des compétences qu'on travaille tout au long du cursus de formation de la 6e jusqu'à la fin du Master 2, c'est aussi le tous voleur de ballon. Voilà, donc ça, c'est vraiment ce qui me semble essentiel à avoir comme leitmotiv en tête pour faire en sorte que nos élèves puissent vivre une pratique plaisante qui sera, j'espère, signe d'engagement et d'épanouissement dans la pratique physique. Alors, quel handballeur à la fin du secondaire? C'est ce dont on est en train de se parler. Je vous ai parlé là, j'ai évoqué le tous marqueur et tous voleur de ballon. Cette appellation, ces modes de jeu, ces deux-là en tous les cas, ceux qui sont entre guillemets, ils appartiennent à Maurice Porte, donc vous avez la référence ici. Et dans son idée, il caractérisait la manière de jouer alors non pas des élèves, mais des joueurs, mais les élèves handballeurs, ça revient exactement à la même chose, pour pouvoir expliquer comment ils vivaient. On a un petit peu, nous, tordu ça, on en a ajouté d'autres, et puis pour nous, alors quand je dis pour nous, c'est les collègues qui ont bossé initialement, qui travaillent encore avec moi dans le milieu scolaire autour de cette pratique.
Alors, pour en nommer quelques-uns, Bruno Cremonesi, qui a rejoint l'Académie d'Aix-Marseille, Jennifer Bouchez à Créteil, Johan Thomas Bauer, qui est à Créteil et qui est devenu l'IPR de Montpellier depuis cette année. Et dans l'idée, ces modes sont pour nous des compétences qui vont rester les mêmes durant tout le continuum de formation, pour que cela prenne du sens pour un élève. Qu'est-ce que c'est que tous traverseurs en cycle 3 jusqu'à qu'est-ce que c'est que tous traverseurs quand on est à la fin du cycle terminal. On le verra tout à l'heure. Et d'ailleurs, on développera celui-là, on ne développera pas les autres. Et on l'a dit, pour que la pratique puisse se faire, il nous faut des modes aussi de jeu qui permettent d'organiser la pratique. Je n'y reviens pas, avec ces deux rôles sociaux. Et on verra que les différents contextes qu'on propose dans le jeu permettent de pouvoir vivre cette même compétence tout au long du cursus de formation. Alors, le tous traverseur, justement, sans vous faire... sans vous raconter ce qu'il y a derrière chacun de ces dessins-là. L'idée, c'est de comprendre que du cycle 3, des attendus de fin de cycle 3, jusqu'aux attendus de fin de lycée, donc le cycle terminal, on va voir l'espace assuré qui représente l'espace à attaquer, ou donc à défendre, mais on va dire aujourd'hui à attaquer, puisqu'on est surtout traverseur, pour les joueurs en attaque. Et à partir de là, on va se rendre compte qu'au fur et à mesure que le rapport de force dans les contextes de jeu qu'on choisira, ici, on est sur un système individuel, homme à homme ou fille à fille, mixte, en fonction de si on joue en mixte, parce qu'à l'école et en UNSS, c'est plus probable qu'en club. Donc, en fonction de ça, on va ici être sur une défense individuelle. Le rapport de force devient très favorable à l'attaque. On passera sur une défense individuelle demi-terrain, ce qui fait qu'on est toujours sur l'idée de traverser, d'investir l'espace libre pour pouvoir accéder à la cible, en traversant le terrain ensemble en mode gagne-terrain. Une fois que ça s'est construit, en général, alors là on est dans un milieu idéal, hein, on aurait vécu nos 30 heures au collège, on rentre au lycée avec des gamins qui auraient tous vécu 30 heures, on sait que ce n'est pas toujours la réalité, loin de là. Mais pour comprendre comment peut s'échelonner ce continuum, c'est pour vous montrer comment ça marche. Donc une fois qu'on a compris comment on joue en gagne-terrain, ben là, on va se rapprocher de la zone et puis commencer à mettre en place des dispositifs défensifs. Donc l'espace va encore se restreindre, on va dire à attaquer. On va passer de s'engager dans l'espace libre à rentrer dans des intervalles qui vont devenir de plus en plus restreints. Donc il va falloir développer des savoir-faire, une habileté motrice de plus en plus fine, en ayant cette idée de toujours retrouver un espace où un de nos partenaires peut accéder, si possible dans la zone favorable de marque, à savoir centrale, et pour pouvoir marquer un but. Alors pour pouvoir illustrer ce propos-là, on m'avait initialement demandé une séance, et puis après en discutant, on a opté plutôt pour justement cette évolution de tous traverseurs en images et en situation. Et là, je vais vous faire part de la formation que j'anime moi à Créteil avec deux collègues, une formation qui est co-financée par on va dire la FPC, hein, donc par le rectorat de Créteil et par la Ligue Île-de-France. Et un stage qui dure 2 jours et demi, qui se négocie, il faut aller voir vos IPR, mais il y a moyen, et pour pouvoir faire en sorte d'avoir une formation assez longue dans le temps qui permettra aux enseignants, à vous, de pouvoir vivre et puis de ressentir ce qu'il y a à ressentir après pour pouvoir le faire ressentir aux élèves. Alors je ne vais pas prendre tout ce qu'il y a là, vous allez voir, on va cliquer sur le lien et puis on va accéder directement à la page YouTube où sont hébergées les situations qui nous servent de support pour l'animation pédagogique. On va passer de la première, on y va, il faut que je fasse mon partage de connexion. Pardon. On en met là cette fois. Vous voyez tous une page internet, on est OK? Oui, c'est bon, oui. Super, alors on va partir avec le hand de course. Voilà. Donc, avec cette... là, c'est une situation qui pourrait partir de l'échauffement jusqu'à la fin du niveau terminal, enfin du cycle terminal. Alors, c'est encore appelé niveau 4, parce qu'on n'a pas changé la diapo, vous allez le voir tout à l'heure, mais c'est montrer l'évolution possible justement par rapport à l'espace et à l'utilisation des différentes règles pour permettre aux élèves de progresser.
Alors, on va être, vous le voyez là, hein, dans la compétence tous traverseurs, et puis en partant du niveau 1, voilà, on le voit là, du stade 1, pardon, jusqu'au stade 5, en fait, on va se rendre compte qu'en qu'en offrant des pouvoirs aux défenseurs et en équilibrant le pouvoir de l'attaquant, on va permettre à l'élève de comprendre, ou au joueur de club de comprendre comment on va passer d'une cible à l'autre. Alors il y a une erreur là, on joue à 5 contre 5, mais ce n'était pas l'idée, c'est une erreur qui n'a pas été rectifiée, donc c'est bien 4 contre 4, on est d'accord, hein, 3 joueurs de champ plus un gardien. Donc au premier stade, on va avoir une défense qui va être individuelle. Le pouvoir qui est donné au défenseur, il est assez limité, c'est de gêner le déplacement, mais sans contact par rapport au porteur de balle, et de jouer sur l'interception ou d'essayer d'excentrer le tir. On va le voir en image tout de suite. Donc là, on a dit l'attaquant, il peut courir, c'est son pouvoir, de manière illimitée, comme si on était en train de jouer au rugby. Là, l'idée, c'est que l'élève prenne conscience qu'on peut gagner du terrain en courant et que c'est d'aller vite se projeter vers la cible adverse. C'est ce que Maurice Porte appelle dans les formes de jeu le gain de terrain. Donc une fois, et ça va relativement vite, même avec des élèves de cycle 3, que le rapport de force, il est très favorable à l'attaque, on va modifier, vous les voyez apparaître là, les pouvoirs des défenseurs qui vont pouvoir toucher, et à partir du moment où le porteur de balle sera touché à deux mains face, l'attaquant devra s'arrêter et donc passer son ballon dans un premier temps, puis après perdra la balle sur un autre pouvoir donné à l'attaquant. Là, il est touché, le jeu s'arrête et il fait la passe. Touché, ça s'arrête, on fait la passe. Alors pourquoi? Faire comprendre que quand le défenseur est là, il faut prendre l'information rapidement et continuer au ballon de vivre vers l'avant. Donc le fait d'entrer en contact, ce contact, alors pas en ce moment dans le contexte sanitaire, on en reviendra, hein, on y reviendra tout à l'heure, ce contact effectivement permet aux défenseurs de rééquilibrer le rapport de force et de pouvoir, par la suite, je vous l'ai dit, la deuxième option de cette règle-là, c'est de se dire on va récupérer la balle si je touche le porteur de balle. Mais en tous les cas, ce qui nous intéresse, c'est de construire ce gain de terrain en commençant à rentrer avec la spécificité de l'activité en balle. Sur le stade 4, on utilise la règle dont je vous parlais tout à l'heure, 3 pas, un dribble, 3 pas, un dribble, 3 pas, un dribble, etc., où on va pouvoir continuer de prendre de l'information en courant, en levant la tête, puis de commencer à construire ce dribble où la plupart du temps, nos élèves ils commencent en ayant la tête très basse, centrée sur la balle et sans prendre effectivement d'autres informations possibles. Donc là, je cours, je prends l'info, on lève la tête, je pose mon dribble en regardant mon ballon, de nouveau, je relève la tête et j'ai droit à 3 pas, etc. Alors là, on a des collègues, hein, ils font nos gabarits, donc le terrain ne se prête pas forcément à ce 3 pas, un dribble 3 pas, avec des gabarits de ce type-là. En cycle 3, ça s'y prête totalement, et voire au début du cycle 4 aussi. Et stade 5, on en arrive à la règle fédérale qu'on connaît tous, au-delà de 3 appuis, je dois avoir soit passer mon ballon, soit tirer, soit dribbler. Voilà, on a vu l'intégralité. Je ne perds pas plus de temps avec celle-là. Vous trouverez, vous le voyez une fois que vous êtes sur cette page internet, je vous invite à aller regarder le seul ou avec le pivot, une situation où on va jouer cette fois davantage en jeu placé, celle où on va amener les élèves à prendre l'intervalle, on sera davantage là plutôt avec des élèves de lycée, mais avec nos élèves de l'ENSS on y viendra très rapidement, puis celle que je veux vous montrer, que Johan a mis en ligne, c'est celle où on va jouer avec l'utilisation du pivot, alors là dans sa complexification, pour aller jusqu'au bout. Donc, le pivot, c'est le joueur qui joue dans la défense, et à partir de là, on travaille avec lui, on l'amène à travailler le bloc, pour pouvoir trouver la solution qui permettra à l'équipe de nouveau d'être tous traverseurs, et d'arriver à, on l'a dit tout à l'heure, trouver un espace libre au sein du dispositif défensif, pour en mettre un en qualité de tireur, donc on espère de marqueur.
Donc là, il y a un bloc, il est mal fait, mais c'est des collègues, hein, ils ne sont pas spécialistes, et puis ils s'y essayent, et nos élèves du cycle terminal éprouveraient certainement les mêmes difficultés en début de séquence d'enseignement. On le voit avec le schéma, là, dans ce qui est attendu, vous allez le voir assez précisément. Donc là, on fait la passe, l'arrière s'engage, le pivot est monté au bloc ici, c'est très haut dans le dessin, ça peut être plus bas, pour empêcher le flottement latéral du défenseur et permettre un accès à l'arrière gauche ici qui va s'engager dans un intervalle, jusqu'à ce qu'il rencontre ici, dans son couloir de jeu direct pour accéder à la cible défenseur initialement du pivot. Donc là, il fait choix de donner sa balle au pivot, il lui rend, c'est ce qu'on appelle le bloc remise au bloc. Pour ça que nous, dans la situation, on l'a appelé, on va dire, avec la complexification. Allez, une dernière. C'est le joueur qui est là en rose, qui est en blanc, alors qu'il s'appuie avec le dos, qui ne le fait pas très bien, mais la volonté est là. Et puis, il finit par récupérer la balle et il finit par pouvoir tirer. Allez, on revient au diaporama. Pardon. Alors, lors d'A4, on a, avec les collègues de la Fédé, cette fois, on a pris l'habitude de dire que ce n'est pas un handball pour les nuls, et on doit l'expression à Stéphane Nicole, et ça nous fait souvent rigoler, parce que j'ai tout entendu, moi, sur le handball, et notamment par les spécialistes d'activité. Ouais, c'est handball pour les petits, c'est handball pour les sixièmes, c'est handball pour les filles. Bref, c'est pour les débutants, c'est handball pour les nuls, quoi. Ben, nous, on est convaincus vraiment que c'est loin d'être un handball pour les nuls. Et à la Fédé, depuis un petit moment cette fois, que ce soit l'ancien DTN ou l'actuel président de la fédération, on considère que c'est le couteau suisse parmi nos offres de pratique qui permet de s'adresser à énormément de public. Alors là, on en parle au niveau scolaire, on pourrait tout autant en parler dans le milieu fédéral évidemment, dans le milieu de l'entreprise, dans un public au niveau du handicap. Je vais vous expliquer qu'on peut jouer en hand-fauteuil avec du hand à 4. Bref, c'est une activité polymorphe et qui se prête à un développement on va dire, à tous les âges de la vie et pour toutes vos envies, si je peux le dire comme ça. Alors, les limites, le GLL, bah oui, il n'y en a pas, vous l'avez vu, et j'ai longtemps bataillé, et notamment avec les techniciens de la formation initiale de la Fédération française. Le jeu LL, vous l'avez compris, je m'en fous, en fait, je vais le dire comme ça, et très vulgairement. Pourquoi? Parce que ce qui m'intéresse, c'est que l'élève se transforme, c'est qu'il apprenne à jouer, à traverser le terrain, c'est qu'il apprenne à marquer des buts, c'est qu'il apprenne à défendre, c'est qu'il soit en capacité de vivre cette émotion rapidement, qui lui donne envie. Le jeu LL, il est hyper technique. Le jeu LL, c'est le tir certainement le plus difficile. Alors, il n'y a pas d'aile, eh ben, c'est pas grave. Si par l'EPS, on lui donne l'envie d'aller prendre une licence à l'UNSS, il va vivre le jeu LL. Et puis si à l'UNSS, on est bon, peut-être qu'il prendra une licence dans le milieu fédéral. Et la boucle sera bouclée, on ira et il jouera à l'aile. Donc il n'y a pas d'aile, c'est pas très grave. Juste un grand espace, j'en ai parlé tout à l'heure, le grand espace il est réduit de moitié, mais je dirais que ça se compense avantageusement par une dépense énergétique très importante, parce qu'il y a un nombre aller-retour d'attaque et de défense qui effectivement laisse vraiment au niveau physiologique un impact. Puis le dernier, je me dépêche, le temps est écoulé, donc je conclue rapidement. Pardon. J'en étais là. Ouais, les buts sont assez proches pour des gabarits ados ou pour les adultes. On règle le problème rapidement. Hein. Si on n'est pas en capacité de les faire jouer d'eux-mêmes sur un tir de précision, ben on impose le tir indirect. Le tir indirect, il est accessible à tout le monde par un tir à rebond, à tout le monde. Et c'est un tir de précision, et puis ce tir indirect, ça peut être aussi avec des élèves handballeurs qui deviennent de plus en plus performants, un tir en lob, un tir en chabala, un tir en coulette, donc les différents effets effectivement utilisés d'un point de vue technique par nos joueurs, même au plus haut niveau. Alors les développements perspectives, je vous le fais rapidement. L'UNSS va utiliser dès cette année le hand à 4 en compétition. Certains parmi vous le vivent peut-être déjà avec le jeu des lycéens. On se qualifie en hand à 4 ou en beach handball, et puis on vivra des finalités sur sable à Arcachon au mois de juin. L'UXEL a fait le choix du hand à 4 pour ses Jeux internationaux en 2023. Pour la première fois de son histoire, le CAPES va
comment dire, évaluer les étudiants polyvalents et spécialistes de l'activité handball 4. Le handball à 7, pour le moment, n'est plus l'activité support, c'est le handball 4, qui va certainement appeler du coup un fort développement au niveau scolaire et universitaire. Donc, moi, je m'en réjouis. Voilà, très concrètement, ayant la casquette, la double casquette, je m'en réjouis. Je pense que nos élèves vont prendre beaucoup de plaisir à jouer cette pratique plus que le handball à 7. La Fédé a mis en place pour la première fois de l'année la première formation de formateurs. Laetitia était avec nous début septembre pour la vivre. La deuxième aura lieu au mois de septembre, donc c'est en marche et c'est en train de se développer au niveau technique, tactique, stratégique, au niveau de la fédération et on va donc aller plus loin. Les expérimentations en cours, c'est Handacat et inclusion. Je vous ai parlé très rapidement de mes étudiants en Master 2. C'est un travail qui pour moi fait suite aux travaux échangés. Alors je vous en parle à vous parce que c'est une collègue issue de l'Académie d'Aix-Marseille, Virginie de Risbourg, handballeuse, qui m'a fait découvrir qu'on pouvait jouer au handball avec un fauteuil et en mélangeant des valides et des élèves porteurs de handicap ou aptes partiels. On peut tout faire à partir du moment où on différencie la pédagogie, et jouer avec un fauteuil sur le terrain, ça ne posera pas de problème. Il suffit d'adapter les règles. En fauteuil, en A4, eh ben, c'est ce qu'on vit sur certains territoires au niveau du milieu fédéral en ce moment. Alors j'aurais dû virer le point d'interrogation en gestation. La FF Handball va pouvoir permettre à ces handballeurs qui le jouent en fauteuil exclusivement parce qu'ils ne peuvent pas faire autrement de vivre de la compétition par l'apport d'une Coupe de France qui n'existait pas jusqu'alors. Et puis on se pose la question de l'intégration au niveau international du hand-fauteuil aux Jeux paralympiques de Los Angeles. Et la question aussi en débat, c'est Handa 4 ou Handa 6, ça se joue sur une partie dans une partie du monde, dans l'Amérique du Sud en Handa 4, et peut-être que c'est le choix que nous ferons, nous ne le savons pas encore. Handa 4, véritable trait d'union entre l'école et le club, moi j'en suis convaincue, et je pense que l'UNSS sera forcément partie prenante pour contribuer à former ce citoyen épanoui, engagé et responsable que nous voulons. Une pratique scolaire et universitaire au départ, c'est parti de là, même si le handball en travers existe depuis longtemps, il a été formalisé par le milieu universitaire et scolaire, en appui d'un handball moderne, qui ont donné le jour à des formations co-construites, et d'ailleurs vous en êtes l'illustration ici aujourd'hui. Alors co-construite EPS UNSS, co-construite aussi EPS milieu fédéral, je vous ai parlé de la formation qui se déroule à Créteil. Une activité qui a été labellisée par la fédération depuis 2017 lors du mondial en France, notamment pour tous les événements de développement. Et puis, on aura nos premières compétitions par le sport scolaire cette année. Je suis convaincue que l'éducation gagne à être partagée en fonction des missions qui sont confiées à chacun, prof, éducateur, entraîneur, et que la circulation réciproque des savoirs dont nous disposons tous, le fait qu'elles puissent s'entremêler, s'entrechoquer, se discuter, fait qu'il y a une chose qui est sûre, c'est qu'on gagnera vers une EPS de qualité en faisant en sorte que nos élèves puissent se transformer. Je vous remercie beaucoup pour votre écoute. Merci Pascal. Merci pour ton intervention. À travers de ton intervention, tu nous as fait vivre une tranche de vie de professeur, d'éducateur, d'entraîneur dans un premier temps. On a prévu un temps de questions-réponses. Alors, ce que je vous propose, pour que ce soit plus simple, vous avez une barre en bas avec un petit smiley où c'est écrit « Réaction », ce qui vous permet de lever la main si vous avez une question. Et comme ça, je pourrais vous donner la parole. Moi, sur le côté, j'ai tous vos noms. C'est la première qui est la plus difficile en général, puis après, ça arrive. Oui. Bon, déjà, je vais vous aider. Convaincu, pas convaincu, c'est une activité qui vous intéresse ou pas? Marc Millet, je vois que tu lèves la vraie main, c'est ça? On ne t'entend pas, Marc. Et pourtant, ton son est bien activé.
J'ai vu une main. Voilà, est-ce que ça marche là? Oui. Ça y est. Voilà. Alors, je voulais savoir sur les compétitions UNSS, est-ce qu'il y avait des règles par rapport à l'espace entre deux terrains de hand? Parce qu'effectivement, là, sur les vidéos, les terrains sont juxtaposés. Donc, il y a 3 terrains sur un terrain de hand. Mais est-ce qu'il y a un règlement par rapport à une distance comme il existe entre 2 terrains de badminton, par exemple? En compétition scolaire, hein, je parle. Alors, moi, je vais vous renvoyer à la fiche handball de l'UNSS, mais dans cette fiche, je ne crois pas que la distance soit mentionnée de mémoire, hein. Et par rapport à ça, c'est une histoire de bon sens, c'est-à-dire qu'il faut qu'on soit en capacité d'assurer la sécurité de nos élèves. Je crois que si on laisse une bande d'1,50 m, moi, c'est à peu près ce que je fais quand je mets cette distance en place. Ça permet, moi, avec des gabarits d'adultes, hein, vous imaginez bien les étudiants de master, hein, ils ont 24 ans, hein, on joue avec cette bande-là et il n'y a aucun souci, il n'y a pas de percussion, et on y met en général nos observateurs, notamment pour le terrain central, et il n'y a pas de problème. Ok, merci. De rien. Pierre, oui. Oui, merci. D'abord, bravo à Pascal pour la présentation du document, la force donnée au Hand4, parce que c'est vrai que moi, en tant qu'ancien enseignant EPS, je l'ai pratiqué, mais on va dire plutôt en forme ludique, mais néanmoins très pratique dans le cadre d'une séance EPS, parce que ça permettait d'animer effectivement, comme tu l'as dit, toute la classe, de donner vie à l'activité. Néanmoins, là, tu as quand même été au-delà, c'est-à-dire qu'en fait, tu as été au-delà jusqu'aux adultes et jusqu'à une présentation très formalisée et très, on va dire, très construite dans l'efficacité à la formation du joueur. Voilà. Donc, bravo, c'est très bien. Je pense que c'est un outil qui devrait être approprié par les enseignants, parce que c'est une manière effectivement de développer notre activité handball avec toute une classe et puis de la développer de façon très, très pertinente au travers des différents objectifs que tu as présentés et qui sont très simples, très ludiques et en même temps très, très éducatifs. Voilà. Merci Pascal. Merci Pierre. Je vois vos questions par rapport au document, il n'y a pas de souci, il vous sera donné. Et de même avec un exemplaire des approches du handball qui s'appelle Hand4 en milieu scolaire qu'on a rédigé cet été. Vous allez retrouver des choses qui vont vous permettre de vous lancer sans aucun souci. Emmanuel Cotte, tout d'abord, et ensuite Monsieur Millet. Il est tout à fait normal que je remercie pour cette présentation, cette formation, et qui a été pour moi, ça me permet de me projeter sur ma vision de l'UNSS. On parle de développement de pratiques qui puissent effectivement se rapprocher de l'univers des enseignants. J'irai sur l'AS et j'irai sur l'UNSS. Au-delà du contexte sanitaire qui impose beaucoup de réflexion et d'être très imaginatif sur ce que l'on peut faire en pratique. Et on voit que ça se complexifie encore plus dernièrement sur de la pratique à l'intérieur. Mais au-delà de ça, c'est un pôle de développement qui est extrêmement intéressant. J'ai beaucoup appris. Je ne suis pas handballeur, mais c'est une petite parenthèse, puisque le handball a annexé l'UNSS par la voix de son nouveau directeur national. Donc, nous en sommes presque obligés d'aller dans l'activité handball au plus profond de l'activité. Mais bon, boutade à part, effectivement, nous sommes avec Perlenoc sur une grande réflexion sur les types de compétitions que l'on peut mettre en place sur l'UNSS.
Ce n'est pas simple, mais j'allais dire, autant profiter de toutes ces idées de développement de notre fédération de handball qui nous permet d'aller vers des adaptations possibles, même si elles sont parfois adaptées, puisque parfois nous sommes contraints de dévier d'une pratique traditionnelle. Il y a tout niveau à l'UNSS, tout niveau de pratique. Ça va de débutant jusqu'à l'expert en section sportive. Mais je pense, et c'était un petit peu la conclusion de la formation, c'est que c'est un jeu qui peut être utilisé par tous les niveaux, du plus débutant au plus expert et de tout âge. C'est ce qui est, je pense, intéressant. Et puis, on doit être force de proposition à l'UNSS, qui est très proche de l'EPS. Et là aussi, les enseignants ont beaucoup d'imagination et de compétences pour permettre aussi au directeur de l'UNSS d'aller plus loin dans la réflexion. En tout cas, merci à vous de cette belle présentation. Merci Emmanuel. Donc il y a Monsieur Millet, ensuite Valentin, Valadon et Vanessa. Donc la question était par rapport sur les variables sur lesquelles on peut jouer pour des élèves qui sont dans nos classes et qui sont experts en club. Donc, est-ce qu'il y a des variables plus efficaces pour ces joueurs expérimentés au sein de nos classes et où on a effectivement des niveaux très différents? Alors, je l'ai dit, hein, une des vraies plus-values, c'est les 3 terrains. Donc, à partir de là, tu peux avoir des élèves qui sont de réels handballeurs en club et avec l'utilisation des différents dispositifs défensifs qui vont être à imaginer de la même manière que ceux qu'on connaît dans le handball traditionnel. On parle d'une défense 0,6, on parlera d'une défense 0,3. En Handa 4, on parle d'une défense 1,5, on parlera d'une défense 1,2, en Handa 4, etc., etc. Donc, moi, je vais prendre mes étudiants de fac, qui peuvent être, vous avez vu très peu de temps, mais des optionnaires handball de mon université. Avec eux, je travaille sur l'attaque et du coup la défense des différents dispositifs défensifs. Et à partir de là, on travaille avec ces dispositifs-là. Alors plutôt la prise d'intervalle de l'arrière, plutôt le jeu avec le pivot en fonction du dispositif que je vais choisir. On peut aussi jouer en surnombre en mettant le gardien de but comme troisième arrière, donc avec un arrière gauche, un demi-centre, un arrière droit et notre pivot, où on est en capacité de jouer à 4 contre 3. Et en fonction de ça, c'est vraiment, je démarre avec un dispositif 2-1, c'est délibéré, à partir du moment où je mets en place un jeu aménagé autour de la zone, parce que je veux, je pense que vous l'avez compris dans l'exposé de tout à l'heure, qu'on ait un dispositif qui soit en récupération de balles plutôt qu'en protection de la cible. Et on va agresser l'attaque pour aller voler des ballons et se retrouver de l'autre côté. Mais à partir de là, à partir du moment où l'attaque va prendre le pas, parce qu'à un moment donné, elle va prendre rapidement le pas en termes de rapport de force, une fois qu'elle a compris comment jouer facilement avec son pivot, mais je vais jouer sur les dispositifs défensifs. Je vais jouer après avec une défense 1-2, je vais jouer parfois aussi jusqu'à une défense 0-3, quand les plus forts la vivent aussi en club, ça ne me posera aucun problème. Et ça te tient plus qu'une séquence d'enseignement, en fait. Ok. Merci. De rien. Bonsoir, merci beaucoup pour cette présentation qui était vraiment très intéressante. Je trouvais ça vraiment super, donc merci beaucoup. J'avais 2 petites questions, donc c'était par rapport au shootout, donc c'est comme ça reprend le beach handball, donc c'est vrai que qu'on peut marquer 2 points avec des kung-fu ou des 360, donc est-ce que sur un match lambda, sur le temps réglementaire, il y a aussi des points, des tirs à 2 points ou c'est uniquement sur les pénaltys, pour savoir un peu le lien et comprendre. Alors,
enfin, j'ai envie de te dire, tout dépend de ce que tu fais de ce hand à 4, quand est-ce que tu le joues et avec qui. Et à partir de là, en cours de PS obligatoire, enfin, à mon avis, tu auras très très peu d'élèves qui sont en capacité technique, physique, de jouer ces 360 et ces kung-fu. Okay, en revanche, plus tu vas arriver vers l'expertise scolaire sur des gamins qui sont handballeurs spécialistes et carrément cycle terminal, ou nos cadets, voire nos quelques juniors présents à l'UNSS, et là, ça peut être effectivement possible. Donc oui, ça va arriver, mais ça arrivera de manière très rare, mais ça peut arriver. Et c'est pas grave s'ils ne marquent pas des buts à 2 points. Le fait de pouvoir réparer la neutralisation par ce shoot-out en disant on part avec une balle de contre-attaque et c'est pas un penalty classique comme on le connaît, fait qu'on va pouvoir réparer la faute tout simplement. Super, très bien. Merci beaucoup. Merci. Et au niveau du coup, pour les changements, c'est plutôt comme le beach handball ou plutôt comme le hand à 7 et pour amener aussi le lien avec la supériorité pour donner un avantage supplémentaire aux attaques. Alors, contrairement au beach, ça s'adresse aux connaissants, mais contrairement au beach, on ne joue pas en supériorité en permanence sur le terrain de hand à 4. Là, la supériorité, elle va être amenée par le gardien qui sortirait de ses buts. On restera toujours à 4 contre 4. D'accord ? Et le changement, on l'effectue à peu près, entre guillemets, au centre du terrain. Je dis à peu près parce qu'il n'est pas matérialisé, le centre du terrain, sauf si tu mets de plots de chaque côté de ton terrain pour qu'on puisse le matérialiser de manière symbolique. Très bien, merci beaucoup. Je t'en prie. Vanessa? Oui, merci beaucoup Pascal, bien sûr c'était très riche et je pense qu'on a tous apprécié ta présentation. Je voulais rebondir sur les propos d'Emmanuel concernant donc les problématiques que l'on rencontre dans la pratique du handball en milieu scolaire également avec la crise sanitaire et toutes les adaptations, ce qui a dû être mis en place pour pouvoir continuer à pratiquer. Et faire le lien aussi avec ce que disait Pascal sur les finalités beach handball. Vous voyez qu'il y a vraiment un lien aussi entre l'activité hand à 4 et l'activité beach handball dans la pratique, donc dans la technique aussi, du fait d'être sur un terrain réduit, de jouer en effectif réduit. Et puis, bon, voilà, vous avez évoqué le shoot-out, mais il y a des aménagements qui peuvent être faits. Et je pense que dans notre territoire, on a cette possibilité de jouer souvent en extérieur, beaucoup plus souvent peut-être qu'à Créteil ou que dans le Nord, et que c'est vraiment un plus qu'on doit voir là-dedans. Et dans la pratique beach handball, on avait évoqué d'ailleurs de faire peut-être des finalités du type Planète Hand qui se déroule en indoor au mois de décembre, peut-être de faire une édition au mois de juin en format beach handball. Donc tout ça, sachez que nous, on est ouvert à ce type de développement. Et en plus, vous avez parmi vous ce soir un de vos collègues qui est Claudio, donc qui pourra vraiment vous en dire plus aussi sur cette pratique. Mais voilà, c'est très intéressant parce que ça permet aussi d'avoir des nouveaux lieux d'expression et avec une pratique qui est quand même compétitive et qui peut faire du lien avec donc le hand à 4, avec une pratique indoor qui peut être aussi mis à profit de ce développement. Et pour les jeunes, je pense que c'est très intéressant d'avoir ces différents lieux d'expression et de pouvoir justement aller vers des pratiques un petit peu plus fun que celles que l'on pratique depuis trop longtemps peut-être dans nos gymnases. Mais voilà, c'était un petit peu la remarque sur et j'aime beaucoup le fait que le hand à 4 vraiment ouvre des portes aussi sur d'autres pratiques, le hand à 7 dans l'indoor, ce qu'on appelle maintenant, mais aussi le beach handball qui est en voie de développement au niveau fédéral et voire international. Merci Vanessa. Pierre? Oui, bonsoir à tous. Merci beaucoup en tout cas pour la présentation et pour évidemment la collaboration qu'on mène avec la Ligue Provence-Alpes-Côte d'Azur et puis les enseignants de la région.
on a voulu avec Laetitia, Emmanuel et puis tous les membres de la CMR handball explorer de nouvelles pistes au regard de la situation actuelle que nous vivons pour justement assurer une continuité de la pratique. Alors en effet, le Hand A4 apparaît aujourd'hui comme une opportunité justement pour garder une pratique possible du fait parce que la neutralisation peut être supprimée. Et aujourd'hui, c'est un aspect sur lequel on travaille et les enseignants experts ont travaillé justement pour permettre une continuité des rencontres. Hein. Je ne parle pas de compétition, mais des rencontres. Ce qui fait que c'est une piste et une innovation, cette pratique du Hand A4, qui est vraiment à développer sur le territoire. Et je retiens là les propositions de développer ce type de pratique. Alors, quand on rajoute une pratique, en effet, il faut aussi qu'on l'expérimente, mais qu'on fasse aussi un positionnement, parce que toutes les pratiques sont complémentaires, elles correspondent à un public, mais il faut qu'elles puissent s'exprimer à la hauteur de ce qu'elles représentent. C'est sûr que le Hand A4, c'est par son aspect ludique, par son aspect de notion de plaisir immédiat, ne va pas capter le même public que le Hand A7. Alors, peut-être des expérimentations seront à faire sur des catégories, peut-être pas sur toutes les catégories. En tout cas, moi, je vois véritablement une évolution dans un axe fort du sport scolaire qui est la parité dans la pratique, à savoir le développement de la pratique féminine et orienter ce type de pratique vers une pratique mixte, parce que c'est un peu un fer de lance de notre fédération qui est la pratique entre filles et garçons et des pratiques mixtes. Donc voilà, je pense que véritablement c'est une activité au niveau régional, on souhaite la développer, mais on a besoin évidemment des relais des enseignants que vous êtes présents aujourd'hui pour pouvoir le faire et pour pouvoir faire évoluer ces pratiques. Parce que ce n'est pas simplement les quelques membres de CMR et les acteurs qui sont là aujourd'hui qui vont faire évoluer les pratiques à long terme. C'est un travail de longue haleine, mais en tous les cas, on est très heureux que vous soyez rendus disponibles à notre initiative là, des membres de la CMR ce soir, justement pour explorer de nouvelles pistes et développer cette pratique qui est une source d'innovation et qui a été déjà présentée il y a quelques années. Aujourd'hui, c'est vraiment une pratique d'actualité et je pense qu'il faut vraiment emboîter le pas pour arriver à développer une autre pratique du handball, en tout cas sur tous les territoires. Merci beaucoup en tout cas. Et puis, je souhaite qu'on arrive à développer ça, en tout cas cette année. Et ce matin, pour vous indiquer qu'avec Emmanuel et le collègue de Corse, on a un peu rendu en fait un fonctionnement qui va être un peu harmonisé pour assurer la continuité de la pratique handball jusqu'à ce que les protocoles évoluent. Mais pour le moment, nous allons vers une continuité de la pratique en adaptant la règle, et notamment avec les règles du Hand A4. Voilà, donc c'est quelque chose qui va se mettre en place justement pour continuer la pratique du hand actuellement. Voilà, merci à vous tous et à très bientôt, en tout cas sur les rencontres. Merci Pierre. On va prendre juste deux questions et puis il va falloir que l'on clôture. Natacha et ensuite Claudio. Bonsoir à tous. J'avais juste une petite question du 04. Il avait été évoqué lors de la CMR une possible mise en place du 4-4 pour les championnats de France. Je voudrais savoir ce que les personnels, donc l'NSS Nice et Aix-Marseille, en pensent. Ça, c'est une question plutôt pour Pierre et Emmanuel. Rapidement, sur les championnats de France, il y a une fiche sport nationale qui est décidée par la commission mixte nationale avec à la fois des représentants de la fédération des enseignants d'EPS. Pour le moment, cette fiche sport, elle n'inclut pas le Hand A4. Par contre, nous, ce qu'on a un peu statué au niveau régional, on va adapter les règles là pour qu'on puisse assurer une continuité de la pratique. Donc, il y aura une expérimentation au niveau régional. Au niveau national, pour le moment, on ne peut pas
il n'y a rien de prévu à ce niveau-là pour le moment. D'accord, donc pour les championnats de France qui sont prévus, je rappelle, au mois de mai dans le 0,4, pour les élites, on fait du 4-4, on fait quoi? Mais honnêtement, je crois qu'il faut vivre vraiment au jour le jour. Là, hier, on essayait de trouver une façon d'assurer la continuité de la pratique. Et on en est à voilà, comment on fait pour demain, ce que nos élèves ils puissent pratiquer le hand. Et on verra peut-être au mois de mai comment les choses vont évoluer. Mais voilà, pour le moment, on en est là et on va adapter les choses au niveau académique et régional pour le moment. Je suis bien d'accord, mais au niveau organisateur, c'est quand même le 0,4, c'est nous. Il faut quand même qu'on puisse envisager des choses et puis préparer, parce qu'on ne peut pas préparer un championnat de France au mois de mai. C'est pas possible. Oui, mais je crois que en fait, il est impossible de répondre à ce type à la question. Là, actuellement, il est clair qu'on adapte les règles qui nous permettront de fonctionner actuellement. Si on peut faire un fonctionnement classique au mois de mai, le fonctionnement classique sera mis en place. Pour le moment, on n'a pas la certitude que les championnats de France se tiendront pas. En effet, c'est une vraie difficulté, et c'est une vraie difficulté qu'on rencontre à tous les niveaux. C'est une décision qui sera prise au niveau national. En tout cas, nous, on fait tout au niveau, à notre niveau local pour assurer une continuité de la pratique. Et on verra au moment venu où on arrivera à adapter la pratique ou pas au niveau des championnats de France. Mais on ne pourra pas vous répondre ce soir sur cette question de comment on va faire le championnat de France au mois de mai. Claudio, en version courte, si possible. Oui, très courte, mais déjà, bonsoir à tout le monde. Merci Pascal Janine pour la présentation. Je suis 100% partage à 100% sa vision de l'handball, du hand 4, de tout l'outil formidable et hand 4 pour l'école aujourd'hui. Moi, je voudrais juste partager 2 secondes de mon expérience de cette année. Je suis prof d'éducation physique et sportive, entraîneur de handball et de beach handball. Et j'expérimente cette année pour la première fois avec des collégiens l'Anda 4 et avec mon expérience d'entraîneur de handball et de beach handball. Et c'est formidable la réponse de toute la classe. Aujourd'hui, l'objectif principal, c'est de mettre en activité tous les élèves qu'on a, parce que le contexte est très incertain, tout le monde a des difficultés avec les installations, donc finalement, le Handa 4 nous permet de mettre filles, garçons, les plus grands, les plus petits, etc. Tout le monde dans l'activité et tout le monde à l'aise. Et après, grâce à l'AS, on essaiera de motiver ces élèves à trouver dans la fédération de handball, pourquoi pas de badminton ou autre fédération, une route, un chemin à poursuivre pour faire du sport. Et donc, j'invite à tout le monde à entrer là-dedans. C'est très facile. Et la question, plus que question, c'est une idée, changer aussi manière de former peut-être. Aujourd'hui, la pandémie nous obligeait à sortir de nos schémas. Peut-être imaginer des formations dans les établissements, c'est-à-dire envoyer, je ne sais pas comment et quand, hein, des gens un peu plus experts à côté de nos collègues, parce que moi j'ai de mes collègues là au collège qui m'ont demandé de l'aide, et peut-être faire travailler des formations dans l'école, plutôt que comme on fait d'habitude, qu'on se retrouve tous ensemble, on fait une journée de formation et après on repart chacun chez soi. J'imagine voilà, une formation différente pour essayer de faire une pratique différente. Voilà. Merci à tout le monde et bonne année à tout le monde. Merci Claudio, bonne année. Merci. C'est bien parce que c'est une bonne transition. On a pour projet de vous proposer une formation Handa 4. La formule n'est pas prête parce que nous souhaitons donc avoir un échange avec des professeurs de PS qui pourraient être intéressés, avec des experts formateurs, avec l'UNSS sur la formule, et donc prendre un petit peu les différents avis pour pouvoir proposer quelque chose qui serait possible et qui serait donc intéressant pour vous.
On reviendra vers vous concernant cette formation. Voilà, si c'est simplement une journée, une demi-journée, ou si on part sur une formation type FPC, comme ça se fait en Île-de-France. Pascal, est-ce que tu voulais rajouter quelque chose avant de clôturer ? Juste une dernière chose, moi je suis comme vous sur le terrain confrontée aux mêmes difficultés par rapport au contexte, et la question m'a été posée ce matin de savoir si on est en examen cette semaine, donc on reprend vraiment les cours la semaine prochaine, si oui ou non j'étais en capacité d'adapter ma pratique pour que les étudiants continuent de jouer au handball. Donc la réponse elle a été oui, et ce que je rajoute par rapport à ce que je vous ai présenté là, et c'est vrai qu'on n'en a pas parlé et je pense que c'est peut-être bien que je vous le dise avant qu'on se quitte, j'utilise la règle de l'ultimate, c'est-à-dire que il n'y a pas, vous l'avez bien compris qu'il n'y avait pas de contact, même pas de contrôle qui pourrait quand même être possible parfois en A4. Et à partir du moment où je suis face au porteur de balle et que moi, défenseur, je compte jusqu'à 3, parce que c'est la règle fédérale du handball, et je compte à haute voix à 3, je vais pouvoir récupérer la balle. Mais il n'y aura pas d'entrée en contact. Donc, ce qui fait que là, il y a 0 contact du tout. On laisse encore un peu de marge et on va en étant à distance d'un bras pour pouvoir jouer quand même, malgré les conditions dans lesquelles nous sommes aujourd'hui. Et on n'hésite pas à jouer avec le gardien qui sort pour être en surnombre. Comme ça, il n'y a pas un défenseur responsable d'un attaquant parce que c'est pas possible, tout simplement. Moi, je voulais vous remercier pour vos questions nombreuses qui montrent que vous êtes intéressés et je trouve que ça va plutôt dans le bon sens. J'espère que vous allez enclencher le pas et développer cette activité auprès de vos élèves. Vraiment, je suis pas inquiète. Vos élèves, ils vont se transformer et ils ont tout à gagner à jouer avec cette pratique-là. Donc voilà, j'espère que quand on se reverra d'ici quelques temps, vous me direz que vous avez tenté, que vous avez expérimenté et que ça s'est plutôt bien passé ou pas. Hein. Ça peut aussi mal se passer, je ne sais pas, vous me direz quoi. Merci Pascal. Pour ma part, effectivement, j'ai suivi la formation de formateur en A4 il n'y a pas longtemps. Et pourtant, je suis toujours à boire tes paroles et tes documents. Donc voilà, merci vraiment sincèrement. Et pour terminer, je laisse la parole à Vanessa Bourget. Ben, merci encore Pascal, merci Laetitia, merci Emmanuel, merci Pierre pour cette brillante visio. J'espère que peut-être il y en aura d'autres sur d'autres sujets, peut-être sur d'autres pratiques qu'on pourra vous présenter également. Et puis, comme le disait Laetitia, ce n'est que le début. Maintenant, l'aventure est lancée. On va essayer de trouver des moyens de vous accompagner pour, si vous le souhaitez, bien sûr, pour la mise en place de la pratique dans le plus rapidement possible et puis dans les meilleures conditions. Et c'est vous qui allez être demandeurs et qui allez nous exposer un petit peu vos besoins et vos souhaits pour qu'on puisse mettre en place la formation qui sera le plus appropriée. Donc, merci à toutes et tous. Bon courage, parce que voilà, c'est pas simple de s'adapter au quotidien depuis des années. Enfin, depuis des années, ouais, j'ai envie de dire, ça va bientôt faire 2 ans, donc oui. Mais bon, voilà. Chapeau, et puis bon, c'est vrai que comme le disait Pascal, oui, le handball on pourra toujours jouer parce qu'on trouve toujours des solutions pour s'adapter, et puis prenez le catalogue, il y a de quoi faire entre le hand A4, le hand fit, le beach, voilà, il y aura toujours de quoi faire pour faire du handball aux collégiens, aux lycéens et même aux plus petits. Merci beaucoup en tout cas, et puis j'espère à très vite. Bonne soirée. Au revoir, bonne soirée. Au revoir. Merci, bonsoir. Bonsoir à tout le monde, merci.